Parce qu'en effet, si on n'est pas seulement cynique et qu'on ne considère pas que la seule motivation à travailler dans le secteur de lutte contre le sans-chez-soirisme, c'est de maintenir les emplois de ceux qui travaillent dans le secteur, bien alors on a deux options qui s'offrent à nous. La première option, c'est accepter la fatalité, se résigner à la fatalité, se dire que l'existence des immenses et l'existence du sans-chez-soirisme est une réalité éternelle et qu'il y aura toujours besoin de structures qui s'en occupent. Ça, c'est la résignation fataliste. L'autre option, c'est de se dire on décide qu'il est possible d'en terminer, on reconnaît que le sans-chez-soirisme est un crime contre l'humanité et qu'il est plus que temps d'en finir et d'abolir ce crime en question. Le sans-chez-soirisme n'est pas une fatalité, on peut en finir. Alors il y a quelques éléments qui témoignent de ça, et notamment le fait qu'on commence à avoir des dates précises sortir pour imaginer une date de fin pour le sans-chez-soirisme, et notamment la date de 2030. Vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a un plan européen qui vise 2030 comme l'année de la fin du sans-chez-soirisme, c'est-à-dire plus une seule personne en rue. En un mot, le sans-chez-soirisme est-il, oui ou non, une fatalité? Une réponse positive a présidé à la création de DoucheFlux. S'il y aura toujours des immenses, c'est-à-dire des personnes sans chez soi, c'est bien le minimum qu'elles puissent avoir accès à une série de services, qu'on puisse les dépanner. En somme, ce qu'on appelle pompeusement l'urgence, avec le sentiment auto-satisfait de faire le job, alors qu'il s'agit en réalité de rendre leur vie sans chez soi, c'est-à-dire leur survie, la moins inhumaine ou indigne possible, tâche au demeurant vouée à l'échec. Une vie sans chez soi est par définition inhumaine et indigne. Et l'échec est double, vu que leur survie n'est pas longtemps viable. Ils meurent en moyenne en région bruxelloise à 48 ans et demi. Le sans-chez-soirisme est-il une fatalité? Une réponse négative s'impose peu à peu au sein de DoucheFlux et ailleurs. Dans nos rapports d'activité, le nombre de personnes relogées importe autant que le nombre de douches achetées 1 €. Et grâce à l'hébergement de transit que DoucheFlux gère depuis avril 2020, ce nombre de personnes relogées est en pleine croissance, laquelle va s'accentuer encore grâce à la très prochaine mise à disposition de l'ASBL par un propriétaire solidaire de 12 logements de transit tout neufs, pouvant recevoir jusqu'à 20 personnes. Ce déploiement vers le logement s'explique aussi par l'implication indéfectible de l'ASBL dans le mouvement Droit à un toit, né à DoucheFlux en juillet 2017, et son soutien depuis sa création en mars 2019 au Syndicat des Immenses, 2 organisations militantes qui, selon leurs modalités propres, mettent le doigt où ça fait mal. Rien ne justifie qu'une personne soit sans chez soi, surtout quand c'est possible qu'elle ne le soit pas. Ce n'est pas un hasard si ce sont ces 2 mêmes organisations qui ont commandité l'étude fin et ou suite du sans-chez-soirisme à l'unité de recherche économique d'ULBA de l'ULB, qui rendra son rapport le 8 juillet prochain. Et si la fin du sans-chez-soirisme, évidemment humainement souhaitable, se révèle en plus une opération financièrement rentable, qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qui empêche que l'on se fixe cette double priorité qui est l'évidence même? Tout faire pour que personne ne perde son logement, la prévention, et si par accident cela devrait se produire, tout faire pour reloger immédiatement la personne, le relogement. Qu'est-ce qui bloque? La réponse est d'une simplicité confondante, mais il nous aura fallu 10 ans pour y accéder. Ce qui bloque, c'est la conviction erronée que le sans-chez-soirisme est une fatalité. Cette conviction est tellement ancrée dans toutes les têtes que, figurez-vous, mieux, accrochez-vous, le secrétariat d'État en charge du logement n'est pas statutairement représenté au CA de Bruxelles, l'agence régionale chargée de coordonner les dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion aux personnes sans chez soi. Avez-vous bien entendu? Cela signifie que pour la région, être en non-logement n'est pas considéré un problème de logement, seulement un problème social-santé. On en est là. Les compétences sans-chez-soirisme et logement sont ministériellement séparées.
tout comme les secteurs d'activité sans-chez-soirisme et logement, sont structurellement déconnectés. Mais rassurez-vous, grâce à l'endurance du syndicat d'Immense, qui depuis le 1er février manifeste tous les mardis devant les bureaux de Bruxelles, un représentant du secrétariat d'État en charge du logement devrait, si tout va bien, n'est-ce pas Pierre, siéger au CA de Bruxelles d'ici fin juin. Autre exemple, cette conviction à la fatalité du sans-chez-soirisme est tellement ancrée que, comme par magie, pour les réfugiés ukrainiens, qui ne sont pas des immenses, eux, mais des escapés, comme on dit au syndicat des immenses, tombés du jour au lendemain dans l'immensité, c'est-à-dire dans le non-logement. Pour les réfugiés ukrainiens, on a trouvé en quelques semaines des budgets et des solutions d'hébergement et de logement insoupçonnés. On a démontré un engouement, une énergie, un enthousiasme juste exemplaires. Pourquoi cet élan fait-il défaut quand il s'agit des immenses, pourtant dans une même situation de non-logement? Pourquoi le maximum pour ceux-là et le minimum pour ceux-ci? Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? La réponse est tragiquement simple. Tomber en masse, dans l'immensité, spectaculairement, et sans qu'aucune responsabilité individuelle ne puisse être invoquée, ce n'est pas normal. Alors que sombrer peu à peu, seul dans son coin, dans l'immensité, et peut-être un peu, pense-t-on, par sa faute, c'est triste et tragique, mais normal. Il y a toujours eu des bras cassés, des paumés, des précaires, etc. La magnifique réponse à la crise ukrainienne révèle un inacceptable 2 poids 2 mesures, mais en même temps démontre tout aussi magnifiquement que s'agissant de résoudre des problèmes de non-logement pour des milliers de personnes, quand on veut vraiment, on peut tout à fait. Que l'argent et les bâtiments sont là. Pierre Verberen, ici présent, l'a dit clairement en tant que coordinateur Ukraine pour le gouvernement bruxellois. Il faut retenir ces 2 phrases juste par cœur. Je cite, « Ce qu'on met en place pour les Ukrainiens va servir demain pour les sans-abri. » Je prends mon temps de parole pour le répéter. Il l'a dit sur BX1. Oui. Ce qu'on met en place pour les Ukrainiens va servir demain pour les sans-abri. Et bien sûr, à la prochaine crise provoquant l'arrivée massive de réfugiés, ce sera compliqué de refuser le statut de protection temporaire à une autre population que des Européens. Rassurez-vous, si ce 2 poids 2 mesures vous choque, vous pouvez, là en haut, signer la pétition adressée par le syndicat des immenses au Parlement bruxellois. Je trouve qu'on est dans une époque qui démontre à quel point il faut entrer dans une radicalité de décision, d'orientation, une radicalité de... Quand tu dis l'accueil des Ukrainiens est quelque chose qui ouvre la porte, et quand Pierre dit sa fameuse phrase que vous avez entendue, pour maintenir ça, il faudra être radical dans le fait de tenir des positions. Parce que ce qu'il faut craindre, c'est que l'ensemble des crises successives qu'on voit passer l'une après l'autre font toujours l'objet au début des crises d'une analyse de fond qui dit qu'on va révolutionner le monde. C'était vrai avec la crise financière, c'était vrai avec la crise sanitaire, c'est vrai avec les inondations, etc., etc. Et puis, au fil du temps, dès que ça se dépasse un peu, il y a une espèce de ronron traditionnel qui revient et qui enterre tout ce qui a été analysé, initié, etc. Il faut s'intéresser fortement à la prévention. Tu parlais notamment de prévention du logement, et puis quand on perd son logement, il faut retrouver une solution au logement directement. Mais on sait bien que faire la peau à la réalité de ne pas avoir de chez soi, c'est s'attaquer à différents champs dans la société qui provoquent le sans-abrisme. Une des premières choses qui est compliquée, parce que c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'ensemble des rendez-vous ratés que vivent des gens
qui vont alors être écorchés et tomber encore sur une autre écorchure, etc. L'ensemble de ces rendez-vous ratés, c'est des rendez-vous ratés éventuellement familiaux, éventuellement affectifs, éventuellement personnels, mais c'est aussi une multitude de rendez-vous ratés avec nos institutions. Et dans un rendez-vous raté, il y a deux parties. Et dans les deux parties, il y a des parties fortes et il y a des parties qui doivent être soutenues. Donc on doit se poser la question de ce que l'ensemble de nos institutions provoquent pour rencontrer aussi souvent des gens dans leur parcours de vie et pour que jamais le rendez-vous ne soit réussi, puisque ça n'empêche pas d'aller au bout de la perte de la confiance en ça, de la croyance en soi et de tout, au plan matériel, au point de se retrouver dans la vie. Et là, je pense qu'il y a un énorme travail à faire et qui doit s'imposer à nos institutions publiques, parfois à l'associatif aussi, et au secteur privé, évidemment, qui n'est pas pour rien là-dedans. Hein. On ne peut pas ramener au capitalisme ambiant et tout ça, mais il est quand même fortement conditionneur de ce qui se passe dans la société. Ces rendez-vous ratés, ils sont là dès la petite enfance, hein, parfois. C'est comment on vous regarde à l'école. Ils sont là quand on passe dans des services sociaux. Ils sont là quand on passe dans des institutions qui doivent accompagner, etc. Quand on entend parfois le trajet de vie de quelqu'un qui est cabossé de partout, à un moment donné, et quand on entend la multitude des gens et des services qui ont été rencontrés, on doit se questionner sur le fait de comment ça se fait qu'à un moment donné, ça ne s'est pas posé quelque part en face de quelqu'un. Je trouve que c'est très, très important de dire ça. Lorsqu'à Bruxelles, je ne vais pas parler de la politique sans-abrisme, Alain est là et le fera beaucoup mieux que moi puisqu'il est le ministre. Chaque fois qu'on essaye d'avoir des avancées sur la taxation des héritages, hein, sur même pas le blocage. Pour le moment, la secrétaire d'État au logement, Nawal Benhamoul, essaye d'avoir un blocage de l'indexation des loyers. C'est même pas le blocage des loyers. Eh ben, on n'y arrive pas. Parce que, bon, on est dans des gouvernements de coalition, on essaye, on insiste, on fait les coups de force. Mais bon, pour pouvoir y arriver, il faut avoir des majorités. Hein. Donc rien que l'indexation, l'arrêt de l'indexation des loyers, c'est pas possible. Alors, l'autre chose aussi, c'est évidemment la pénurie des loyers qui vient de cette politique des propriétaires. Mais aussi, il faut le dire, quand on essaye dans certaines communes un peu moins pauvres que les autres de Bruxelles de construire du logement social, eh bien, on a le NIMBY. C'est pas chez moi. Ah oui, on est pour le logement social. Mais pas chez moi. Hein. Je veux pas que mon petit espace vert en face de ma maison, il y ait des gens qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir tout près de chez nous. Sortir de cette situation et du sans-abrisme, ça passe par au minimum 5 éléments que je vais citer rapidement. Le premier, c'est vraiment d'avoir un changement de paradigme. Alors, je vais dire des choses qu'on entend beaucoup dans le secteur, mais finalement, on les entend tellement qu'on finit par ne plus vraiment se donner les moyens d'aller au bout de la logique. Ce changement de paradigme, c'est de passer de la gestion du sans-abrisme à une logique de lutte contre le sans-abrisme. Ça veut dire clairement sortir d'une logique de l'urgence, d'une logique où on fait, comme disait Christine tout le temps, mettre des sparadraps sur des plaies béantes, où on oblige les gens à mendier un lit, un repas, une douche, un colis alimentaire. Et alors qu'on sait très très bien, tous ceux et toutes celles qui travaillent dans le secteur savent que ce dont on a besoin sont des solutions dignes et durables et de permettre aux personnes de voir leurs droits être restaurés. Le deuxième élément important, et on l'a dit déjà dans l'introduction, on l'a redit dans les interventions précédentes, c'est de vraiment remettre le logement au cœur de notre action. Le logement est tout ce qui permet à une personne ou à une famille de se maintenir dans son logement de manière de nouveau digne et durable. Le troisième élément, c'est que je pense que pour pouvoir permettre aux politiques d'être véritablement ambitieux sur la question du sans-chez-soirisme, il faut qu'on puisse, en tant que secteur associatif, être un partenaire fort. Et pour être un partenaire fort qui soit capable de soutenir le politique dans la réalisation d'une ambition forte sur la question du logement, il faut être capable de prendre un peu de hauteur, de développer une approche vraiment sectorielle et donc de sortir de la logique des intérêts institutionnels. C'est souvent là-dedans qu'on tombe, c'est un véritable piège.
C'est le piège qui est tendu par les appels à projets pour lesquels on se bat tous pour avoir un petit morceau de financement. C'est le piège des enveloppes budgétaires fermées, et là, de nouveau, on est tous en train de frapper à la même porte. Ça veut dire qu'on doit pouvoir bousculer un peu nos conseils d'administration, bousculer nos équipes, bousculer aussi nos donateurs privés parfois, pour leur faire accepter que c'est avec le secteur qu'on doit travailler et pas uniquement pour défendre les intérêts d'une organisation plutôt qu'une autre. Le quatrième élément, c'est d'être capable aussi d'avoir des approches spécifiques. Il n'y a pas un public sans chez soi, il y a de multitudes de publics sans chez soi avec de multitudes de profils. On ne peut pas sortir du sans-chez-soirisme avec une seule solution, un seul type de méthodologie, un seul outil. On doit multiplier les outils, les lieux d'accueil, les méthodologies d'accompagnement en tenant compte davantage des trajectoires particulières des personnes et des familles qu'on accompagne. Et ça veut dire aussi aller chercher de l'expertise en dehors de notre secteur. Et enfin, le dernier point qui me paraît indispensable, et Christine en parlait en disant il faut de la radicalité. Moi, j'amène régulièrement dans mes équipes le fait qu'on doit avoir une posture militante. On n'est pas juste des travailleurs sociaux, on est des militants qui luttons pour que les personnes qu'on accompagne puissent voir leurs droits restaurés. Ça doit être l'objectif. Avoir beaucoup moins de personnes sans chez soi, sans abri, ou plus du tout, idéalement. Ça doit être l'objectif. Et on doit aller dans cette direction, étendre vers cette direction. Et avoir, si pas une obligation de résultat, au moins une obligation de moyens pour y aller et pour tendre dans cette direction. Est-ce que politiquement tout le monde est raccord avec ça ? Je ne sais pas. Surtout quand on commence à discuter des moyens à mettre en œuvre et des moyens structurels à mettre en œuvre, des moyens qui relèvent parfois de changements de société. Pour y arriver, il faudrait par exemple régulariser les sans-papiers. Les 50 à 80 000 ou 100 000 personnes sans papier ici, qui n'ont pas de droits sociaux ou des droits sociaux minimums et qui sont nombreux en rue, sans chez soi, et qui forment une cohorte importante. Il faut individualiser les droits sociaux, c'est vrai, il faut faire ça. Mais ça, ne fût-ce que ces deux principes politiques-là, ce sont des changements systémiques, en fait, importants. Il faut pousser, il faut continuer à pousser dans cette direction, mais force est de constater qu'il n'y a pas, aujourd'hui en tout cas, de majorité politique et donc de majorité sociétale. La pauvreté engendrée par des mécanismes d'exclusion, non seulement elle est inhumaine et elle amène de l'inhumanité dans la population, elle crée des problèmes de cohésion sociale, et on le voit à Bruxelles, hein, les tensions sociales sont prégnantes dans la ville, elles sont là, mais en plus, elle coûte cher. Elle coûte cher au pouvoir public. La politique que nous menons en aide aux personnes sans abri ou sans chez soi à Bruxelles, c'est des dizaines de millions d'euros. Héberger une personne sans abri une journée, c'est 80 € par jour. 80 € par jour, faites fois 30. Et cette personne n'a toujours pas de logement après, en fait. Ça coûte une fortune, en fait. Vous coûtez une fortune, c'est vrai. Cette politique coûte une fortune. Donc nous avons socialement, philosophiquement, moralement, et même financièrement et budgétairement, intérêt à travailler à la source. Si on déploie des solutions de logement pour les Ukrainiens et qu'on arrive à être particulièrement inventif en solutions de logement complémentaires, comme on a pu l'être avec la crise Covid dans un certain nombre de cas, il faudra les maintenir et essayer de faire en sorte qu'on trouve les moyens pour que ces logements-là ou ces solutions-là, elles soient structurellement accessibles à des personnes qui sont sans chez soi, quel que soit leur statut. Bravo à tous ceux qui font le quotidien de cette organisation, qui font le quotidien de la vie du syndicat des immenses. Bravo à toute cette dynamique qu'on ressent quand même. Il y a unanimité autour de la table, hein, donc on est très proches les uns des autres et chacun vient avec ce qu'il a à amener et certainement avec parfois une phrase où on se dit ouais, qu'est-ce qu'il raconte, mais en gros on est quand même tous d'accord, quoi. Donc je pense vraiment c'est extrêmement important de se retrouver unis à un moment
Parce que si à un moment on veut avoir une certaine radicalité, comme nous y invite Christine, ce ne sera pas possible de le faire dans l'indivision. Ce ne sera vraiment pas possible de le faire dans l'indivision. Le problème, il n'est pas nécessairement dans le secteur du sans-abrisme. Le problème, c'est dans tous ces rendez-vous manqués où on s'est présenté comme élève dans une école et où ça ne s'est pas bien passé, où on a été à un moment saqué, où on a été... Ce sont toutes ces blessures, et Michel Roland, qui est quand même notre père à tous, Michel Roland explique ça tellement bien, c'est tous ces chocs dans la réalité du quotidien qui font qu'à un moment, il y a le choc de trop, qui fait qu'on plonge. Et donc, c'est tous ces rendez-vous manqués, tous ces petits chocs qu'on doit pouvoir bien analyser. Et moi qui suis dans un CPAS, c'est l'essentiel de mon boulot, je le passe à diriger le CPAS de la ville de Bruxelles, je me rends bien compte à quel point, malgré un engagement immense des travailleurs sociaux, que je salue, malgré ça, systémiquement parlant, on est dans les rendez-vous manqués. Parce qu'à un moment, on coûte tellement cher, Alain, qu'il faut se demander à quoi on sert. Puisqu'on coûte si cher et que ça ne marche pas. Donc cet enjeu-là n'est pas impossible. Et donc cette radicalité, moi j'y invite très très fort. Et je pense qu'on a la méthode, qu'on sait comment il faut faire. On sait par exemple depuis le syndicat des immenses qu'on ne peut plus rien faire sur le sans-abrisme sans les sans chez soi. On sait depuis la crise ukrainienne que nous ne faisons rien, Alain en témoignera, on ne fait rien sur l'intégration des Ukrainiens dans le tissu bruxellois sans les avoir à tous les échelons de la décision. Ils sont présents partout, de l'opérationnel à la task force du vendredi où on prend toutes les décisions. Ils sont à tous les échelons.